J'ai pas de temps mort. Tous les temps, en fait, sont réfléchis, même le repos. Quand je dors, c'est pas un hasard, en fait. C'est dans mon agenda, entre guillemets. Bienvenue à tous dans Et surtout la santé, le podcast lyonnais où on invite des spécialistes pour nous parler de santé, des sportifs pros et des gens normaux. Aujourd'hui, on a quelqu'un de normal, presque normal. Elle s'appelle Laura, elle a 32 ans, elle est lyonnaise. Dans la vie, Laura, elle travaille, elle aime faire du sport, elle aime le vin, comme tout lyonnais, mais elle a une petite particularité, c'est que vous la connaissez peut-être, elle est Instagrammeuse. Donc Laura s'appelle Footrack sur les réseaux sociaux et je sais pas comment t'appeler, dis-moi. Bah, on m'appelle beaucoup Foufou. C'est le résumé de mon surnom Footrack. Footrack, c'est un vieux mot qui veut dire déglingué, faux-folle. Un nom que je traîne depuis à peu près 15 ans et qui décrit mon état d'esprit et qui décrit maintenant mon état d'esprit sportif également. Ok. Mais Donc, tu peux m'appeler Laura hein, si tu préfères. bon, on verra, peut-être que je t'appellerai Voilà. de tous tes prénoms. Et donc du coup, j'avais pas mal de questions à te poser, Laura, parce que tu représentes les gens normaux. T'es d'accord avec ça ou pas? Ah oui, je suis la sportive moyenne, hein. Ni plus ni moins. Quand je fais des compétitions, j'ai même tendance à être classée dans le dernier tiers. Hmm. Voilà. J'ai remarqué ça et d'ailleurs, c'est ma première question. Vu comment dire, ton influence sur les autres, t'es souvent invité dans des courses et tu dis que tu te retrouves parfois avec des gens qui ont un niveau vraiment plus élevé que toi et que tu ressens parfois le syndrome de l'imposteur dans ces courses. Et je crois que ce syndrome, il empêche les gens de se lancer en fait. Donc je veux savoir comment tu vivais ça et... Le syndrome de l'imposteur concerne pas mal de sportives et de sportifs. J'en discute pas mal avec mes amis qui sont également concernés. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti, j'en parle au passé, ce syndrome, parce que je suis invitée au milieu d'athlètes sportifs qui se classent. Moi, comme je suis beaucoup suivie, on me met dans le même panier que ces personnes qui font des performances. Moi, je mets mon temps, je me donne au maximum, mais mon maximum n'est pas le même qu'un champion de course à pied. Et c'est vrai que quand je relate mes expériences sur les réseaux sociaux, je suis heureuse de ce que j'ai fait. Oui, enfin, ça collait à un chrono, quoi. Et quand on fait du sport pendant très longtemps, la progression est souvent associée aux chiffres, à la performance, à un poids qu'on soulève, à un chrono sur une distance. Et, euh, et souvent, j'ai eu du mal à assumer d'être plus lente que d'autres. Et comment ça s'est passé ce processus? Comment t'as petit à petit accepté? Alors, j'ai accepté mes capacités en arrêtant de me comparer, en regardant ce que je pouvais faire, en définissant mes envies et mes objectifs à moi, qui n'étaient peut-être pas les mêmes que les autres. Moi, je veux allonger par exemple la distance, donc j'ai pas besoin de courir plus rapidement sur 5 km. Pour me sentir mieux dans ma pratique sportive, vraiment, je me suis recentrée sur moi et j'ai essayé de m'écouter au maximum. D'accord, je vois. Alors, t'écouter au maximum. Bon, pour ceux qui nous écoutent, moi je connais Laura en tant qu'ostéo. On s'est connus il y Oui. a quelques années. Et je sais pas si tu t'écoutais au maximum. Il y a eu un petit changement, non? Je me rappelle t'avoir connu dans une période Ouais. où tu te blessais sans arrêt. Alors, pour expliquer à tes auditeurs, on s'est rencontrés dans une période où je faisais beaucoup de sport. Peut-être que j'étais en syndrome de bigorexie, le fameux trouble du sport où on en fait trop. Je ne sais pas, je dis ce mot, est-ce qu'il m'a concerné ou pas? En tout cas, j'étais en surentraînement. Le surentraînement chez moi n'est pas le surentraînement de d'autres personnes. Et j'ai eu du mal à l'identifier. Quand on s'est rencontrés, moi, je voulais toujours en faire plus, être toujours plus forte, et j'avais l'impression qu'il y avait un fossé entre mon corps de faible et mon mental de guerrière. Je voulais faire de la musculation, je voulais faire de la course à pied, je voulais être multisport, je voulais être inclassable. Sauf que mon corps n'est pas inclassable. Je sais aujourd'hui ce qu'il vaut, ce qu'il sait faire, là où il peut aller. Et plutôt que déplacer ma zone de confort, j'ai essayé de l'exploser. Et tu m'as connue dans cette période où je me blessais, je me reblessais et j'étais complètement désemparée. Mm. C'était assez compliqué pour moi en tant que thérapeute parce que ça, je le voyais. On faisait des très bonnes séances, mais ça se voyait que ton corps en fait ne supportait pas en fait la surcharge de tout ce que tu faisais. Et la dernière fois qu'on a fait une séance, j'avais bien remarqué que tu étais dans un état d'esprit complètement différent et le traitement ostéo a très bien marché. Ah mais j'ai vu l'évolution, hein. On Et s'est vu combien de fois d'ailleurs? on a dû se voir 2, peut-être 3 trois fois, fois, ouais. je dirais. Et j'ai senti une évolution dans nos séances. La dernière séance, je l'ai fait avant de partir dans le désert de Fuerteventura pour faire le half marathon des sables. On s'est vu 4-5 jours avant, tu m'avais conseillé de le faire à cette période, j'avais pris rendez-vous. C'est une séance
Mais vraiment, j'en ai parlé autour de moi. C'est une séance qui m'a complètement libérée. Je me rappelle d'avoir des blocages, souvent au psoas, d'avoir des blocages dans les articulations. Et vraiment, suite à cette séance, il s'est passé plusieurs jours où j'ai senti des effets se diffuser. Et vraiment, la course s'est très très bien passée. Physiquement, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu de courbature, pas de problème de récupération, aucun bobo à signaler. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'en fait, la séance était très normale. Mais tu vois, on aurait fait la même dans la période où tu étais en surentraînement. Ton corps, il n'aurait pas répondu à la séance et tu n'aurais pas eu ces effets-là. Et qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic pour toi qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu étais en mode surentraînement, que tu en faisais trop et comment s'est passé le process entre le moment où, enfin la période où tu étais un peu peut-être dans le guidon à en faire trop et le moment où tu as vraiment pris le temps de t'écouter? Pour expliquer un petit peu aux gens, ce qui m'arrivait avec le sport, c'est que j'en ai fait au départ pour perdre du poids. Rapidement, je me suis ennuyée dans une pratique du sport qui n'avait pas de sens, dans une salle, seule avec de la musique et sans rencontrer les autres alors que j'étais à côté d'eux. J'ai démarré la course à pied, j'ai démarré le crossfit, j'ai découvert les sports à l'extérieur des salles, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait trop de sport et je me suis blessée à un moment. J'ai trop cumulé, il y a eu la séance en trop. Je croise les doigts à chaque fois pour que ça n'arrive pas et pourtant je me blesse. Au début, ça aurait pu être une blessure comme les autres, mais cette blessure, elle va durer 1 an et demi. Mon corps est en syndrome de multitendinite. Je ne comprends pas, j'ai le corps qui brûle de partout, qui explose à tous les moments, tout le temps. Et je consulte tous les spécialistes, je consulte des éthiopathes, des kinés, je consulte des médecins du sport, tout le monde. Je vais même voir un neurologue à un moment. Enfin, ça part dans une spirale où je vois trop de médecins. Et il faut que ça dure autant de temps et que je me rende compte que les soins ne font plus effet. Je fais beaucoup également de cryothérapie à ce moment-là. Enfin, je me soigne d'une façon qui n'est plus normale pour un trouble qui ne l'est plus. Et chaque fois que je guéris, que je recommence à courir et à refaire du sport, je crois que je prends du temps, je crois que j'y vais lentement, et à nouveau je me reblesse au même endroit. Et il faut que je vive tout ça pendant quasiment 1 an et demi, où je cours quand même au milieu, j'ai pas complètement arrêté le sport, pour me rendre compte qu'il y a un problème. Si la blessure revient à chaque fois, c'est pas normal. Et sur ma dernière tendinite notamment, on soupçonne une fracture de fatigue mêlée à une tendinite au pied, alors qu'il ne s'est rien passé avant. Le corps m'envoie encore des signaux sans surentraînement. Et là, j'ai dû me remettre vraiment en question, complètement à ce moment-là. Donc tu t'es remis en question toi-même parce que j'imagine qu'on a dû te le dire. Tous les spécialistes que tu allais voir, ils disaient, non? Que tu avais un rythme élevé, que tu Il y a eu les t'entraînais trop. spécialistes qui n'arrivaient pas à savoir, les spécialistes qui me donnaient des conseils, les spécialistes, faut tout arrêter. J'étais vraiment perdue au milieu des médecins. Hmm. J'ai pas trop su écouter ça. Et au final, la solution, c'est toi qui l'as trouvée en Oui, t'écoutant, en essayant d'en faire moins, tu as remarqué des c'est bénéfices. allé vraiment très lentement. À la dernière blessure que j'ai faite, la tendinite, là, cette fois, j'ai décidé de ne pas changer de sport. Habituellement, quand j'étais blessée, je me disais, je vais me renforcer musculairement à ce moment-là. Je vais faire du gainage, ou je vais faire beaucoup de vélo, ou tiens, je vais aller nager. Ce que je voulais à ce moment-là, c'était courir, par exemple. Et en fait, je faisais tout sauf courir, mais je faisais quand même du sport. À la dernière tendinite, je décide d'arrêter déjà le crossfit dans un premier temps, que je mets à la course à pied. Je me rends compte que ça cause beaucoup de blessures à mon corps qui ne sait pas faire les deux à la fois. Le crossfit convient à beaucoup de sportifs, pas à moi, mais lié à l'endurance de la course à pied. Et sur cette blessure-là, je coupe complètement le sport. C'est la première fois que je fais ça. Bah, puisque mon corps est fatigué, il en peut plus, bah j'arrête tout. Voilà. Et là, je fais une pause et c'est la tendinite qui se soignera quand même le plus rapidement. Et j'arrête également la kiné à ce moment-là. Kiné qui me soigne, il se passe rien, je sens que ça va servir à rien. Là, je sens en fait que je ne suis plus réceptive aux soins. Il y a un truc qui change, c'est surtout dans ma tête. Je sais pas, la sensation, la réception, tout ça, quoi. Et est-ce qu'au début, tu avais fait l'erreur que font beaucoup de gens, c'est-à-dire de commencer d'un coup? Tu dis que tu as commencé pour perdre du poids, Oui. donc tu avais un passé de non sportive et tu as commencé d'un coup à en faire beaucoup. Comment ça s'était passé? Je pense que c'est ce que tu dis. Je m'en rends pas compte, mais j'en ai trop fait certainement. Je passe de 0 km par semaine à vouloir faire des marathons, à vouloir courir à la montagne, à vouloir courir 40 km par semaine, 3 fois, 4 fois. Je me rends pas compte que je suis pas une sportive professionnelle. Je ne suis pas suivie par un diététicien, un kiné, je suis pas surmédicalisée, j'ai un travail à côté. Et il y a des séances que je fais où je suis fatiguée. Et il y a des séances où j'aurais dû rester chez moi. Et le repos m'aurait fait progresser. Et moi, à ce moment-là, je me dis, il faut s'entraîner plus pour progresser plus. Hmm. Il y a une phrase dans le sport de haut niveau et dans le sport en général qu'on dit souvent, c'est que le repos fait partie de l'entraînement, mais c'est super dur à accepter. Faire une sieste, c'est s'entraîner par exemple, chez un sportif et chez Ouais. quelqu'un de normal. Mais c'est vrai que dans une société où tout va vite, on n'est pas productif en faisant une sieste et pourtant c'est souvent plus bénéfique qu'une séance en trop, par exemple.
Mais c'est vrai que cette société où tout va vite, on consomme tout, même le sport, eh ben, on se perd. On a l'impression qu'il y a des personnes qui ne se blesseront jamais, qui pratiquent 10 ans de course à pied, 10 ans de basket, de ping-pong, peu importe, mais qui ne se blessent pas. Mais on voit que ces personnes-là. Alors que autour de moi, il y avait plein de personnes qui étaient blessées aussi parce qu'ils avaient une consommation du sport, une pratique, bah, dans le genre de la mienne, quoi, qui était toxique. Et quand tout va vite, on a envie d'aller vite avec la société. Et on se rend pas compte que bah, le rythme, c'est pas le rythme des autres qu'il faut avoir, mais le sien. Et c'est le plus dur à trouver. Et dans ma rééducation, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Cette fameuse dernière blessure, elle date de 1 an et demi, hein, tu vois, et j'ai pas été blessée depuis. Mais c'est ce que j'aime bien dans ton profil Instagram, c'est que tu invites les gens à pas à faire toujours plus, mais aller à son rythme. Il y a une phrase que tu avais écrite un jour, ou que tu avais dit dans une interview, tu disais « Je représente les gens qui n'ont pas d'objectif ». Tout à fait, Et oui. j'ai trouvé ça génial en fait, parce que les Toujours. objectifs mettent la pression, et alors il faut en avoir, je pense, on en reparlera après parce que j'ai une autre Mhm. question, mais t'as toujours pas d'objectif du coup, en ce Non, moment. non, j'ai pas vraiment d'objectif. Même quand je m'inscris à des courses, ce ne sont pas des objectifs, j'appelle ça des échéances en fait. C'est juste des temps dans le calendrier. Pour moi, un objectif, c'est une pression. Parce que tu as une réussite. C'est pas une question de chrono, hein, mais ça peut être de finir ta course, ta compétition. Et moi, c'est pas le cas. Si j'ai mal dormi la semaine qui précède, si je sens que je suis malade, je serais capable de ne pas y aller. Pour pas me mettre en danger, en fait. Donc, ce ne sont pas des objectifs. Je te dis ça alors que cette année, j'ai fait 2 marathons, j'ai fait une course dans le désert de 120 km, j'ai fait 2 treks à étapes de 110 km, j'ai fait pas mal de distances de 30 km en montagne. Enfin, c'est pas rien, en fait, mais mon approche du sport est vraiment différente. J'étais là au bon moment, ça s'est bien passé pour moi, j'étais prête pour ça. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Non. Et par rapport à cette, comment dire, cette non-envie d'avoir des objectifs, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, il me faut un objectif, sinon je fais rien ». Et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Et double question, quelle est toi ta motivation du coup à courir comme ça sans objectif? Alors, quand on n'a pas d'objectif, c'est qu'on a mis le sport dans son quotidien. Moi, j'ai plus besoin d'y penser, j'en fais tout le temps. Quand j'avais des objectifs, c'est quand je me mettais à courir. C'était pour me motiver. Allez, tu pourras faire 10 km sans t'arrêter. Allez, un jour, tu feras un semi-marathon. Ça m'aidait à m'entraîner, d'avoir un objectif. Aujourd'hui, j'ai tellement répété les entraînements, j'ai tellement répété le réveil matinal, les séances sous la pluie, les séances un peu difficiles où tu as moins la motivation, que j'ai pas besoin de penser tout le temps à ça. Un objectif, pour moi, ça m'emmène vers l'avant. Et j'en ai plus besoin, parce que j'avance quand même. C'est quoi la deuxième partie de la question déjà? C'était, quelle était ta motivation profonde maintenant pour faire tout ce sport? Ma motivation profonde, c'est que je me réalise par le sport. Je me réalise dans les efforts que j'ai réalisés. Ces moments d'après où tu es un peu en état de flottement, tu es vraiment bien. Quand tu n'as pas tout donné, et en plus il t'en reste, juste t'es bien. Et moi, dans mon sport, en tout cas, le sport, c'est courir dans la nature, notamment même courir tout court, hein. Et ben, je me sens vraiment bien quand je fais ça. Après, avant, c'est une préparation. Pendant, tout peut arriver. Je peux croiser des amis, il peut y avoir un beau rayon de soleil. Ça me motive vraiment. Les émotions que je vais connaître grâce au sport. Et sur mon compte Instagram, je dis pas aux gens courez ou faites 20 km, allez à la montagne. Je leur dis de trouver vraiment leur truc à eux où ils pourront être complètement vivants et se sentir eux-mêmes en fait. Si c'est dans un autre sport, tant mieux. Mais il faut vraiment s'écouter et trouver ce qui peut nous aider à nous réaliser, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que tu fais énormément de choses, hein, mais une autre contrainte que la plupart des gens ont, et je pense que ceux qui écoutent vont se reconnaître, c'est le manque de temps. Moi, j'ai l'impression que tu es tout le temps en train de faire des trucs. Bon, on me dit la même chose, hein, mais Ouais. j'aimerais avoir ton secret. Comment tu fais en fait? J'ai pas de temps mort. Tous les temps, en fait, sont réfléchis, même le repos. Quand je dors, c'est pas un hasard, en fait. C'est dans mon agenda, entre guillemets. Je regarde pas la télé. J'ai fait quand même quelques sacrifices, hein. J'en suis pas très fière, mais j'arrête de lire, j'arrête d'aller au cinéma, je vois moins d'amis. Je suis plus proche des personnes maintenant qui partagent le sport avec moi. Je peux pas aller boire un verre à 17h l'après-midi, comme ça, au milieu de rien, quoi. Comme je réponds, bah non, en fait, j'ai pas soif, quoi. C'est pas possible. Je priorise par rapport au travail. Bon, on le voit pas sur Instagram, mais je travaille vraiment beaucoup. Et quand je suis au travail, je pense à mes séances, à comment les caler, pour tout rendre amusant, en fait. Je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, j'ai fait une belle séance dans la nature, à la campagne, mais il y avait un beau spot, il y avait un bar un peu typique après.
Ça m'a pas pris trop de temps, c'était pas vraiment loin de chez moi, il y avait plein de choses à voir et tout. Pour pas que ce soit une contrainte. Je peux pas aujourd'hui, entre deux trucs, aller sur une piste et tourner comme un lapin, quoi. Enfin, non, c'est pas possible ça. Je vois. Mais il y a quand même du coup une grosse notion d'organisation Ah oui, derrière tout l'organisation ça. est primordiale, ouais. Ouais. Le repos, je l'ai même organisé. Quand je m'inscris à une course de type marathon, avant même que je fasse le marathon, peu importe mes sensations, il est prévu maintenant dans mon agenda 2 semaines sans sport. Et je me laisse plus aller aussi aux sensations. Ce qui m'arrivait avant, c'est oh, j'avais dit que je vais couper 2 semaines, mais là, ah non, mais je suis trop bien, j'ai pas de courbature, je me sens trop bien, j'ai envie de courir, allez, je recours. Ah non, non, non. Le deal maintenant, il est calé avant. Je respecte les temps de repos pour le corps. Sur des grosses séances, non, j'en fais pas une autre le lendemain, même si je le sens vraiment bien. Si je sens que je suis fatiguée et je le sens pas, je n'y vais pas. Donc tu as dû faire quand même des sacrifices, Oui. notamment sociaux. Oui, oui, Tu dis que tu vois moins il y a des d'amis. sacrifices sociaux, je vois beaucoup moins d'amis. Hmm. Je fais moins de choses qu'avant de ce côté-là, hein. Comme je te dis, j'adorais aller au cinéma. Je vais beaucoup au restaurant pour voir mes amis, en fait. Comme ça, je fais 2 choses en même temps. C'est très rare que je sois chez moi à m'ennuyer. Ce qui me pose d'ailleurs des fois des problèmes, enfin, je trouve, hein, dans mon travail pour la création notamment. Je suis jamais posée, quoi. Ouais, non, mais je te comprends à 200%. Bah, c'est peut-être pour ça que tu as aimé mon post Instagram il y a peu de temps, Oui, dans lequel sur je parlais de l'organisation. l'importance de l'organisation. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de gens, des patients, même des amis, qui me demandent moi aussi comment tu fais pour faire tout ça. Et je leur parle d'organisation. Ouais, mais c'est vrai que toi, t'es tout le temps dans ta gauche, hein. ça, ouais, ça parle pas à tout le monde. Et je crois que c'est essentiel parce que, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je trouve que l'organisation, c'est une contrainte de devoir tout planifier. Comme tu dis, tout est calculé. Moi, c'est pareil. Il y a aussi des sacrifices. Je vois moins un ami, je peux pas aller boire des coups tous les soirs après le boulot. Ah bah C'est oui. impossible, comme certains de Mhm. mes amis font. Et, mais je trouve quand même, est-ce que tu es d'accord que derrière ce sacrifice, ce qu'on récolte en faisant des trucs, en finissant un marathon, en finissant un voyage qui nous tenait à cœur, un grand trek, est-ce que tu es d'accord que ça vaut tous les sacrifices? Ah bah, je suis entièrement d'accord. Même l'organisation, maintenant, c'est un confort. Sur le moment, ça nous arrange pas de dire non à une soirée, à un coup à boire, à des choses à faire. Mais après, quand on va au bout de ses envies, eh ben, on est bien content d'avoir mis ça en place. Parce que sans organisation, c'est pas possible, en fait. Ça va un temps et finalement, le quotidien nous rattrape. Notamment les loisirs, le sport. Je sais pas ce qui serait ta priorité, toi, Étienne. Peut-être les voyages, hein. Mais si on s'écoute, on a toujours besoin de... Enfin, non, pas si on s'écoute, mais on a toujours besoin de travailler. Moi, je vois aujourd'hui, je suis allée courir entre 12h et 15h. J'avais des choses à faire chez moi sur mon ordinateur. J'aurais dû reporter la séance de sport, mais ce serait ça tous les jours. Mais avec une bonne organisation, des moments comme ça sont possibles. Je vais me rattraper plus tard sur mon travail, j'ai différé mes activités, c'est possible. Et après, effectivement, c'est une grande satisfaction pour un voyage, pour une épreuve sportive, d'avoir mis les choses en place. Un peu désagréable, certes. Ouais, je suis d'accord, parce que ouais. Souvent, on voit que le résultat sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il y a une grosse partie qu'on fait en sous-marin dessous pour arriver à ce résultat L'intention qui est est pas toujours importante. sexy. Ouais. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué chez toi, c'est que t'as pas d'objectif, mais en début d'année, souvent tu dis bon, il va falloir que Ouais. je me fixe tu te fais des petites listes, Résolution, non? c'est hyper ringard, mais j'ai des résolutions. En début d'année 2018, j'ai écrit un post sur Instagram avec toutes mes résolutions et ce que je voulais vraiment faire. J'y ai bien réfléchi, bon, j'y ai réfléchi à peu près 2 heures, hein, maximum. J'ai envie de faire ça. Et j'ai fait toute une liste de choses que j'ai annoncées sur les réseaux sociaux. Et là, il m'en manque une seule à ce jour que je vais faire avant la fin de l'année. Et j'aurai tout fait. Super. Truc de fou. C'est énorme. T'as la double puissance, t'as la puissance de la liste, parce que quand Ouais. on écrit, bah déjà on augmente les proportions, enfin les Ah chances bah ouais, de mais là, faire ce qu'on dit. ouais. Et en plus, toi, tu l'annonces à des Ah, milliers de carrément. gens, donc là, t'as plus le choix après pour faire les trucs. C'est une très bonne technique de s'engager sur les réseaux sociaux. Tout à fait, mais on sait dans quoi on s'engage, hein. Si tu veux, j'ai pas mis dormir 10 heures par nuit, hein, sur cette liste, hein. Voilà. J'ai mis des trucs vraiment que je trouvais très très cool à faire. Bon, pour certaines personnes, c'est pas du tout cool, hein. Genre marathon, etc. Voilà. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient faire des marathons et qui le font jamais. Et je pense que ça leur fera peut-être du bien de t'entendre dire tout ça. Mm. Parce que je pense que ça vaut le coup de faire un marathon, et je pense que je vais en faire l'année prochaine. Et Ah t'entendre ouais. dire ça, ça me T'as déjà motive. choisi lequel un peu? Bah non, j'aimerais faire une ville un peu mythique. Amsterdam, Berlin, Paris, c'est moins mythique maintenant, j'y Ah vais bah je l'ai souvent. fait, je te le conseille pas du tout, hein. New York a des listes d'attente énormes, Ouais. c'est cher. Donc non, peut-être Berlin, j'aime bien l'Europe moi, donc sûrement une ville d'Europe. Ouais, je te Ah, ça dirais. peut être pas mal, ouais, tu me diras ça. Et oui, c'est passé un truc aussi en parlant de liste, c'est que je sais pas si tu connais le concept de life list.
Non. Une liste de vie, c'est une liste de choses que tu veux faire avant de mourir. Et moi, j'ai fait ça. J'avais découvert en 2012 le blog d'un mec qui s'appelait The Life List, je crois, et qui avait quitté son boulot pour faire ce qu'il avait vraiment envie de faire. Il était ingénieur, il bossait à fond, mais il se rendait compte que les meilleures années de sa vie, entre 20 et 35 ans, on va dire, il allait les passer dans un bureau, en gagnant de l'argent certes, mais sans rien faire de vraiment cool. Et donc, il proposait une méthode pour faire sa liste. Et moi, j'ai fait la liste de tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que je suis parti en tour du monde. J'ai fait des spots bien précis en lien avec ma liste. Et je trouve ce concept de liste super cool. Ça pousse vraiment à l'action. Moi, je suis pas prête encore pour des listes de vie. Je me projette sur le moyen terme. 1 an, pour moi, c'est le moyen terme. Pour la vie, j'ai une seule idée en tête, mais les étapes qui vont conduire à ça, je les ai pas du tout. Et des fois, je me dis, ma seule envie de ma vie, mais comment je vais mettre ça en place, quoi, tu vois? Par exemple, je te le dis, c'est pas un grand secret, je vais ouvrir mes fenêtres sur le Mont Blanc ou une grande montagne un jour. Et je vivrai près de cette montagne. Et enfin, ça veut dire que je vais quitter Lyon, je vais vivre dans un village, reclus, dans une auberge. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui va me conduire à tout ça? Alors que j'ai une folle vie citadine en ce moment, je ne sais pas, mais j'ai la certitude que ça va arriver. C'est la seule chose, liste de mes envies. Et après, voilà, j'ai les listes résolutions de l'année. J'aime bien, c'est ringard, mais ça me donne une direction. Mais c'est marrant parce que quand tu as des intentions comme ça, rien que le fait d'avoir une intention, après tu l'oublies un peu, mais tu sais, elle est toujours dans ton cerveau. C'est omniscient. Mhm. Et ouais, il se passe des choses dans ta vie qui fait que tu vas arriver là où tu avais pensé arriver parce que tu y as pensé à la base et que Je tu suis l'as ancré complètement quelque d'accord part. avec toi. J'ai fait de cette idée tellement moi dans très longtemps, que ça joue, même des fois sur le quotidien, sur certains choix. Je suis sûre que inconsciemment, j'ai envie d'aller vers cette intention à réaliser plus tard. Sans le savoir, je mets peut-être des petits éléments en place Mm. pour y aller. Bon, je sais pas encore vraiment quoi. Je fais beaucoup de montagnes, je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de randonnées, hein. Mais d'ici tout quitter pour aller là-bas, on verra. Mais j'y pense sans y penser. Ok, bon, ça arrivera alors, Oui, je probablement. pense. Non, mais j'en suis sûre, en On fait. verra si la théorie de la loi de l'attraction se vérifie, mais je pense que oui. Tu parles de ta vie de citadine à 100 à l'heure, et il y a aussi ta vie d'instagrammeuse Oui, qui est à 100 à l'heure. oui. Et moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans, quand je me suis mis sur Instagram, donc je suis pas encore T'es un très très Instagrammeur actif. quand même, hein. Tu penses? Ça y est? Ah oui, passer les 15 000, Étienne, Ça y est, ok, je savais pas je si je pense que pouvais... Herbalife t'a contacté déjà. Non? Herbalife, non, pas encore, mais ils peuvent y aller, ça, il n'y a pas de problème, je deviendrai pas actionnaire ou quoi que ce soit, vendeur pour eux, ça c'est impossible. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, et en fait, moi, il y a beaucoup de gens on doit te faire la même remarque encore plus que moi, qui me disent, mais les réseaux sociaux, ouais, moi c'est pas mon truc, c'est malsain. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ces gens-là? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme la vie en général, hein. C'est comme dans un bureau, comme avec des collègues. Tu viens d'arriver dans un service, tout est beau, tout est sympa, t'adores la déco, même la machine à café. Tes collègues, oh là là, ils sont trop accueillants, ils sont trop cool. Et en fait, à force d'aller bosser, les années passent, les mois passent, tu te rends compte des défauts des gens, des défauts du bâtiment, ton poste qui t'ennuie, la routine. Et la routine, les problèmes, les bonheurs, il y en a à ton travail, il y en a dans ton entourage, dans ta famille, il y en a sur Instagram. Instagram, c'est juste une déclinaison digitale de la vie, hein. T'as les gentils, t'as les méchants, les opportunistes, les Hmm. gnangnans, enfin t'as un peu tout, hein. Ouais, Après, Instagram ressemble à ce que tu veux en faire. Moi, je ne suis que des personnes qui m'apportent du bien. Il y a un truc bête, j'ai arrêté de suivre beaucoup de marques. J'ai arrêté de suivre des gens qui étaient culpabilisants, des gens qui me faisaient sentir nulle, des filles retouchées qui n'existent pas en vrai, quoi. Hmm. Et Instagram, ça ressemble à je suis ma mère, je suis mes copines du quotidien. Parfois, je suis des comptes d'inspiration quand même, hein, des voyageurs, des jolis paysages, des montagnards et tout. Mais pour moi, ça reste à sa place. Enfin, je veux dire, c'est une application mobile. Si ça se trouve, on piratera mon compte. Si ça se trouve, ça sera plus la mode dans 6 mois. Et je me dis, je ferai quand même de la montagne, du sport, etc. Et les personnes qui me disent, non, mais c'est qu'une application, c'est virtuel ton truc. Bah non, il y a des vraies personnes quand même derrière les applis. On peut se rencontrer, on a des occasions de se voir. Voilà. Les gens comprennent pas trop ça. C'est vrai que moi, ce Non. week-end-là, j'étais à Aix et j'ai rencontré un Instagrammeur, un kiné, donc un collègue, et puis on a échangé. Et sans Instagram, je l'aurais jamais rencontré. Sans Instagram, Ah, je mais moi, je l'aurais trouve jamais ça rencontré. génial. Et j'aime bien dire ça aux gens qu'en fait, Instagram, oui, c'est superficiel, entre guillemets. C'est la phrase qui sort de la bouche des gens qui connaissent pas en général. Mais moi, j'adore l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir
connecter avec quelqu'un dans la vraie vie grâce à quelque chose de virtuel. En fait, ça te met dans le quotidien, dans notre quotidien hors Instagram. Quand on parle de notre santé, de nous, comment tu vas? Ah bah dernièrement, je suis allée chez l'ostéopathe, chez Étienne. On dit pas l'Instagrammeur, on t'appelle l'ostéopathe. C'est vrai que je vois ton compte Instagram passer, tes petites stories quand t'es en voyage. Ça permet de pas couper le lien complètement avec toi. Et c'est superficiel avec certaines personnes, pas d'autres. Puis au final, je crois que la superficialité, il y en a aussi dans la vraie vie. Quand on dit Non, salut, mais ça c'est va, et qu'on n'écoute exactement pas la ça. réponse, c'est un peu la même chose. Tu rencontres quelqu'un dans un bar, tu lui racontes ta vie quand t'as 3 verres dans le nez, tu le revois jamais. Enfin, c'était hyper superficiel, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu répondrais à la personne? Ce sont des personnes de la génération du dessus, nos parents, qui nous disent ouais, c'est dangereux, faites gaffe avec les réseaux sociaux. Ce truc, qu'est-ce que tu répondrais Ah, à mais ça? moi, maintenant, je dis d'accord, ok, je fais attention. Non, mais c'est tout. Ils ne comprennent pas. S'ils n'ont pas la pratique des réseaux sociaux, j'ai pas envie de leur expliquer. C'est de l'énergie inutile, alors je dis d'accord, je fais gaffe. Ok, Ouais. on sait jamais, et je ne sais pas. Ok, bonne réponse. Non, mais c'est beaucoup plus court, hein. Tu perds moins d'énergie avec ces gens-là. Hein. Les personnes qui se mettent sur Instagram, souvent, c'est pour arrêter de faire chier leur entourage avec leur passion envahissante. C'est vrai, c'est un bon je moyen trouve, hein. de partager avec des gens qui Qui ont sont la même intéressés passion. au moins, quoi. Ouais, c'est sûr. Et après, il y a quand même un effet un peu dangereux. Moi, je suis d'accord avec certaines personnes. En fait, je vois très bien le bon, parce que moi, ça m'apporte énormément, Instagram. Mais il y a aussi le mauvais côté, comme tu dis, toi, t'as arrêté de suivre les comptes de fitness avec des filles qui n'existent pas, Oui. qui sont retouchées. Je crois pas que chez les gens qui n'ont pas de recul, il y a quand même cet effet, surtout chez les jeunes, cet effet merde. En fait, je suis une merde. À force de regarder mais je trouve. les gens qui ont des Parfois, je pseudo-vies. me remets en question parce que j'ai l'impression de faire partie de ces comptes culpabilisants. Comme je partage uniquement des bons moments, des photos de moi où je souris, je rigole, des moments positifs, accumulés les uns après les autres, tous ces posts, on voit quelqu'un qui est tout le temps heureux. On voit pas la personne qui pleure, la personne qui est toute seule, on voit pas la personne qui galère parfois. Et les gens qui se connectent à mon compte et qui voient ça, ça peut être vraiment culpabilisant, quoi. Ils ont pas derrière mon travail, donc ils peuvent se dire oh, elle est tout le temps à droite à gauche, elle est tout le temps en voyage. Ils voient pas le prix à payer que c'est, par exemple. L'investissement passé, le travail derrière, enfin, toutes ces choses, quoi. Et je me pose des fois la question, j'espère que mon compte ne fait pas du mal à des gens, quand même. Et je fais très attention dans mes légendes et dans mes textes, dans ce que je raconte, surtout pas donner d'ordre, en fait. Vous devriez courir, vous devriez faire ça. Je préfère dire, je me sens bien quand j'ai couru, je me sens bien quand je suis allée dans telle ville, je me sens bien quand j'ai fait ça, mais pas faites-le, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui prennent tout pour argent comptant, qui sont très influençables, et on ne sait pas le temps que passent les gens sur Instagram. Si ça se trouve, ils passent 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour à regarder la vie des autres. Donc faut être très prudent quand même, pour eux. Ouais, pour eux. C'est sûr qu'il faut surtout pas donner une recette, mais moi, c'est aussi pour ça que ça m'a fait tilt l'autre fois quand on s'est vu. Je me suis dit, waouh, faut que je l'invite sur mon podcast, en fait, parce que tu représentes énormément de gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne s'écoutent plus. Je pense, tout à l'heure, je voyais une femme enceinte. Les femmes enceintes attendent les conseils miracles pour leurs gamins, alors qu'elles ont en elles, Tout à fait. de manière innée, quoi. Elles ont en elles les réponses aux questions qu'elles posent. Et en fait, vu que tout est médicalisé, tout est bourré de conseils, tous les sites internet, les livres sont bourrés de conseils, en fait les gens ne s'écoutent plus, et dans le sport, ça il y a énormément aussi. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, des comptes comme le tien, j'écoute plus sérieusement, parce que t'as derrière des compétences, t'as un diplôme, t'as de l'expérience. Je veux dire, ta voix, c'est pas la mienne. C'est pas celle de quelqu'un qui sort de nulle part. Juste parce qu'il a des abonnés, il nous dit vous devriez faire ça, vous devriez vous reposer, vous devriez faire tel mouvement pour vous sentir mieux. Bah là, je l'écouterai pas. C'est comme ces fameux sportifs qui se déclarent coach sur Internet, qui ne le sont pas, qui n'ont pas de diplôme. Pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est pas parce qu'ils font des e-books, des vidéos YouTube, des chaînes, que ça fait d'eux des coachs. Toi, pour moi, t'es ostéopathe, quoi. Quand tu donnes tu donnes pas vraiment des conseils, mais tu parles de méthodes qui existent, je trouve que ça a vraiment du sens, quoi, à Ouais, écouter. j'essaye de pas donner trop de conseils, mais il y a un côté de moi quand même qui aime bien en donner. Mais j'essaye surtout de partager ce qui marche, et pour inspirer les gens, parce qu'en fait les réponses aux problématiques du type que celle que tu as eues, les impasses dans lesquelles tu n'arrives plus à te soigner, les réponses en fait sont souvent à l'intérieur des personnes et sont pas forcément dans les spécialistes. Le risque, c'est, on l'observe tout le temps, c'est que les patients se perdent de spécialiste en spécialiste quand ils sont dans ce genre de situation, et puis les problèmes traînent, alors qu'il suffirait de s'écouter, et souvent ça marche mieux. Sur Instagram,
il y a pas mal de personnes qui s'investissent beaucoup dans ce réseau social, qui n'ont pas confiance en elles et qui attendent des rencontres, des échanges, des Instagrammeurs, des personnes qu'elles suivent ou des gens qui les suivent, que ça change leur vie et que ça les aide à résoudre ce problème de confiance. Moi, je les vois parce qu'elles me mettent beaucoup de commentaires, elles m'écrivent des messages, on me demande des conseils. Quelle est ta méthode pour progresser? Que me conseilles-tu pour m'entraîner pour un marathon? Et je pense que ces personnes, tu les as d'autant plus que comme toi, enfin tu es ostéopathe par exemple, alors là, pour le coup, elles se disent, il va vraiment avoir une solution pour moi. Il est, entre guillemets, hein, il est médecin, il va m'aider. Mais je vois beaucoup de personnes qui lancent des SOS sur Instagram. Ça fait vraiment peur. Et si moi je suis bien sur Instagram, c'est parce que j'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui pour savoir que je ne serai pas influencée par un tel ou une telle. Je suis bien dans mes baskets. D'ailleurs, tous mes posts, c'est des choses que j'ai envie de partager. C'est des images qui me plaisent bien, des textes qui me plaisent bien, et je ne suis pas lassée. J'entends le mot détox digital, prendre du recul. Mais du recul par rapport à quoi? Quand t'es bien, tu mets des petites images comme ci, comme ça. Enfin, ça va, mes posts, tu vois, il n'y a pas d'ambiance fin du monde. Hein. Hmm. Voilà. Mais est-ce que tu penses que cette recherche de solutions, entre guillemets, que les gens ont sur Instagram en allant me demander des trucs, en allant me demander des trucs, prouve un manque de propositions de solutions dans la vraie vie? Ils vont le chercher dans le virtuel. Moi, j'ai énormément de questions aussi, mais et je me dis, mais pourquoi ils Je demandent comprends pas à pas. leur ostéo? Et j'ai Ouais. pas de réponse en fait. Je sais pas si t'en as une. Enfin, une idée en tout cas. Bah, moi, je crois justement qu'on a plein de méthodes pour être informé. On entend des choses à la radio, on lit des magazines, on lit des livres, il y a des documentaires, des films, l'entourage, une manifestation, une conférence. Enfin, t'as plein de façons d'avoir des informations aujourd'hui. Et les personnes, bah, plutôt que comparer les avis, se disent allez, je vais tout miser sur Internet. Je vais trouver sur Internet. Et bah, il y a des personnes qui font confiance à Instagram. Et beaucoup, par exemple, se fient, à mon avis, moi, pour des produits. Hein. Donc ça va pas chercher loin. Des montres, de l'équipement. Parce qu'elles me disent écoute, il y a 40 montres possibles. Je me dis, toi, tu me sembles fiable. Donc c'est à toi que je demande. Parce que toi, t'as l'air sérieuse. Ah bon? Mais qui te dit pas qu'on me paye pour porter la montre? Enfin, c'est pas le cas. Hein. Mais qu'est-ce qui te dit ça? Enfin, et en fait, ils se fient à nous à force de nous voir. Je pense qu'ils vont vers toi comme ostéopathe, mais ils vont peut-être voir d'autres ostéopathes d'Instagram, quoi. Et ils vont pas écouter les avis de leurs collègues. Bah moi, je suis allée voir un tel. Ou ils vont pas écouter. J'en sais rien. Enfin. C'est vraiment en tout cas cette nouvelle forme d'information quoi. Les réseaux sociaux Mais que je connaissais moi-même, pas et que je je découvre. t'avoue que je me sers d'Instagram maintenant pour avoir des informations rapidement. Je sais pas, il y a un attentat demain à Lyon. Tout de suite, tu le sauras sur Instagram. Tu le sauras même avant les médias classiques, par exemple. Comme Twitter avant. Là, t'as la photo et tout. Ça peut aller très vite, l'information. C'est sûr. Et pour recentrer un peu, reparler santé. Parlons santé. Parlons santé. Et parce qu'il y a je pense qu'il y a quand même des petits risques santé au niveau d'Instagram. Et je pense notamment par rapport à l'ego. Moi, l'ego, c'est un truc qui était énorme en moi avant. J'avais vraiment un gros ego, et puis petit à petit j'ai des expériences qui ont fait que j'ai dû le rabaisser. J'en ai toujours évidemment, mais beaucoup moins. Et je crois que par rapport à l'ego, Instagram, il y a moyen de faire des dégâts en fait. Il y a moyen de vraiment faire grossir les égos des gens et de déconnecter les gens de la réalité. Et tout. Ah Qu'est-ce oui. que t'en penses de ça? Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça peut être une bulle. Hein. Si tu regardes que Instagram, ben déjà tu vas déconnecter avec tes amis, le monde réel, et tu te compareras à des gens que tu connais même pas. Vraiment. Et tu crois qu'il y a un risque? T'as observé des cas cliniques, enfin des cas cliniques, des exemples de... Alors, dans le cadre de la santé et du sport, Ouais. j'ai beaucoup remarqué des personnes qui s'inscrivent à des courses alors qu'elles n'ont pas le niveau. Moi, j'ai vu un grand dégât de ma part. C'est quand j'ai participé à une course d'obstacles qui s'appelle la Spartan Race, c'était il y a peut-être 2 ans. Une course que j'ai beaucoup aimé faire, hein, qui fait 25 km avec une trentaine d'obstacles dans les montagnes de Morzine. Tout ce que j'aime. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très facile. J'ai partagé mon expérience, c'était génial, je me suis éclatée, vous devriez le faire, c'est top. J'ai dit ça comme ça. L'année d'après, je te raconte pas, tout le monde s'est inscrit. Mais personne s'est entraîné. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui ont perdu l'argent ou qui se sont fait mal au bout du 3e kilomètre, quoi. Qui après disent mais c'était beaucoup trop dur, c'est n'importe quoi, je me suis blessée. Pareil avec les marathons. Oh génial, ça avait l'air trop bien. Je m'inscris au marathon. Mais tu cours 5 kilomètres ou pas? Ah mais je vais m'y mettre. D'accord. D'accord. Mais ça fait des dégâts. On arrive à des gens qui vont courir un marathon, 15 kilomètres avec un genou bloqué, qui vont mettre 6 mois sans remettre parce qu'ils seront
péter la cheville, enfin tu vois, des choses comme ça qui seront dégoûtées Je vois bien. Puis il y a aussi physiquement. cette culture du défi, de l'objectif que t'as pas, mais qui est vachement répandue sur les réseaux. Un Ouais, mec qui lance un challenge, allez, je vais faire je sais pas, le marathon de mon village, et du coup, tout le monde s'inscrit à ce marathon, après des gros dégâts. ah Il y a mais l'effet oui. challenge et l'effet... Même pour la perte de poids avant l'été, il y en a qui lancent des challenges. Perdons tant de kilos avant le 1er juillet, donc on va faire des abdos tous les jours jusqu'au 1er juillet. Ah, mais tu les fais bien les abdos chez toi? T'as quelqu'un qui vérifie que tu fasses bien le mouvement? Hmm. Puis après, oh là là, je me suis pété le dos et tout. Et puis, c'était super le régime. On gagnait un super cadeau si on perdait beaucoup de poids, mais j'ai craqué, j'ai des troubles alimentaires et tout maintenant. Oh, enfin, ça peut aller loin, quoi. Ouais. Ça peut aller vraiment loin C'est marrant, pour la santé. j'avais fait un post là-dessus. C'était au début de l'été, où il y avait énormément de promos bikini, etc. Mais Puis j'avais dit, mais toujours. les gars, mais arrêtez ça. C'est pas 2 mois avant qu'il faut s'entraîner, c'est un lifestyle qu'il faut adopter, et être en forme toute l'année, en fait. D'ailleurs, avec la santé, enfin, moi, je me sens plus blessée, je me sens vraiment bien, je me sens durée depuis que c'est vraiment un lifestyle. Voilà, on va dire ce mot un peu bizarre. Ça, c'est cool, lifestyle, ça fait Ouais, classe, quoi. c'est ça, ça fait classe le lifestyle. Mais j'ai un mode de vie aujourd'hui où le sport fait vraiment partie de moi, le repos fait partie de moi. Je fais toujours un peu attention à l'alimentation, à toutes ces choses, d'être dans un dosage en fait. Quand tu trouves l'équilibre, après, ça peut durer des années. Hmm. Et l'équilibre, ben, ça peut être quand même avec un bon volume. Au niveau sport, moi j'ai un très très gros volume maintenant. Enfin, un très gros volume. Par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est toujours pareil. Hein. Oui, par rapport à la moyenne, t'as un gros volume, quand même. Voilà, j'ai l'impression de beaucoup m'entraîner, alors que c'est en équilibre. Hmm. Mais c'est marrant parce que toi, tu viens, en général, les gens comme toi viennent, ont eu des enfances, un peu, comment dire, sportives. Moi, par exemple, j'étais en centre de formation et tout, donc c'est normal qu'aujourd'hui je fasse du sport. Mais je conseille à beaucoup de patients de faire du sport, et ils n'ont pas un passif de sportif du tout. Et toi, c'est ton cas. Et pourtant, aujourd'hui, tu as une pratique assez élevée. Comment tu as fait, en fait? Tu as appris à aimer, tu disais, c'est les endorphines en J'ai fin appris à d'entraînement qui aimer t'ont le rendu addict? sport. J'ai démarré donc pour de mauvaises raisons, perte de poids. Mais tout de suite, je me suis dit, il faut que ce soit intelligent, que ça fasse partie de ma vie et que ça dure le plus longtemps possible. Donc par exemple, je suis allée en salle de fitness pour me forcer au début dans des cours collectifs où il y avait de la musique, où il y avait des femmes qui étaient dans la recherche de perte de poids. Je faisais des cours de cuisses abdos fessiers par exemple. Après, je suis allée dans les cours d'aérobic, de danse rythmée, gymnastique et tout, avec de la musique de boîte. On nous plongeait dans le noir, la musique était hyper forte et je me disais, pense que c'est une boîte de nuit, pense que c'est une boîte de nuit. Et je faisais ça que 2 fois ou 3 fois par semaine. Je savais déjà que l'excès était l'ennemi du bien. Démarrer le sport alors que j'en faisais pas du tout par 5 fois par semaine, seulement parce que j'étais motivée, allait vite représenter un danger pour moi. J'avais déjà la notion de blessure. Je me disais, je démarre le sport, j'ai du poids à perdre, non, je ne vais pas courir. C'est pas le moment, quoi. À cette époque, je faisais peut-être 95 kilos pour 1m80. Je me suis dit, mais qui court à ce poids-là? Attends un petit peu. Et j'ai fait que des cours collectifs, comme ça, où j'étais emprisonnée par le prof. Petit à petit, je me suis même mis au premier rang, en me disant, bon, bah, tu seras obligé de faire correctement les mouvements, parce que tu as des personnes derrière qui vont regarder que tu les fasses bien. Et j'ai pris cette habitude, ce rendez-vous avec moi-même. Et je m'y suis tenue. Toujours dans des choses qui m'amusent. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais faire du sport? Pourquoi t'as pas commencé avant? Parce que t'es quand même monté assez haut, enfin assez, comment dire, à beaucoup de poids. Et Ouais. pourquoi il n'y a pas eu un déclic avant? Pourquoi J'ai t'as jamais vu attendu le de faire... plaisir. J'ai toujours vu la contrainte. D'accord. La contrainte de temps, la contrainte d'argent, le mauvais moment, l'effort. Je ne voyais que l'effort négatif. Transpirer, être essoufflé, souffrir. La courbature, le corps qui bouge en fait. Pour moi, un corps qui bougeait, c'était un corps qui avait mal. Je vois. Et tu t'es dit, à 95 kilos, tu t'es dit, bon, là, ça peut plus durer, J'ai quoi. vraiment pensé à la santé, perdre du poids pour aller bien dans ma santé. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, moralement? euh, Quels ont été les changements? T'as perdu de poids assez vite, non? Non. En Assez- 18 mois. Tout le monde, après coup, me dit 18 mois, j'ai perdu 35 kilos. Waouh, c'est beaucoup. Non, enfin, 18 mois, ça va quoi. Ouais, ça a été linéaire sur les 18 mois. Ouais, ça m'a pas trop perturbée mentalement de me retrouver plus mince, etc. Ça a pris son rythme, ça a pris son temps. Parce que niveau alimentation, je me suis pas privée, je me suis pas coupée de mes amis ni rien. Ouais. Faut que la perte de poids, ça soit dans une vie normale, raisonnée, en fonction de ses activités, son univers professionnel, ses habitudes. Si tout à coup tu passes aux poissons et aux légumes alors que tu sortais 3 à 4 fois par semaine, non, ça marche pas quoi. Hmm. Enfin, faut y aller de façon raisonnable quoi. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est tellement simple comme conseil
que tout le monde sait, mais en fait, il y a peu de gens il y a toujours énormément de gens qui font ce type de régime, quoi. C'est incroyable. Tout le monde sait que c'est mauvais de perdre 20 kilos en 2 mois. oui, Et pourtant, je comprends pas. pourtant les En fait, diététiciens, ils font ça. je crois que ça fait des années que je fonctionne comme ça. Je me projette peut-être 5 ans, 10 ans après, en me disant, oula, si t'as fait un régime, t'as perdu 20 kilos, tu vas forcément reprendre du poids. Ou statistiquement, il y a 5% des gens qui ne reprennent pas leur poids. Logiquement, tu devrais faire partie des gens qui vont reprendre du poids. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour être dans 5-10 ans stabilisé niveau poids, pour être dans 5-10 ans niveau sport, dans un progrès, quoi. J'y pense toujours un petit peu. Enfin, je me projette. Voilà. Et au niveau de l'aspect santé, le fait de perdre autant de poids, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu avais moins mal aux articulations? Est-ce que tu fais un témoignage? Est-ce que tu te sentais mieux? Je me sentais plus active de moi-même. Plus active. En termes de souffle, je me sentais plus capable. Si j'avais un problème, j'avais l'impression que je pouvais me sortir de ça. Un problème de type on me court après dans la rue, je me disais je vais pouvoir tenir quand même 500 mètres. Je vais pouvoir courir suffisamment loin et suffisamment vite pour appeler les secours. Et ça m'a redonné confiance en moi et mes capacités d'avoir une santé qui tienne le choc. Et moi, je voulais poser... En fait, j'ai posé des questions à des gens. J'ai dit, bon, là, je vais recevoir Footrack et tout. Mais c'était des gens qui n'avaient pas Instagram. Donc, j'ai dit, ok, c'est une influenceuse, je t'ai décrit un petit peu. Et c'était des gens qui disaient... Enfin, qui crachaient un peu sur Instagram. Et moi, je persiste qu'il y a des énormes bénéfices d'être sur les réseaux sociaux. Et bon, on a eu un petit débat. Elle me disait, ouais, mais non. Et puis, on parlait de l'ego, encore une fois. C'est un sujet que j'aime bien. Je vais en reparler dans plusieurs podcasts, je pense. Et elle me disait, ouais, c'est juste pour nourrir l'ego. Et en fait, quelle a été l'évolution, toi, de ton ego pendant l'évolution sur ton Instagram? C'est-à-dire quand tu as commencé dessus par 10 000, 20 000, 15, 30 000, 50 000 personnes. J'ai surtout été gênée. Pas légitime. J'ai l'impression d'être la fille d'à côté encore aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi moi? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, en fait. Je sais mieux raconter les histoires que d'autres. Raconter l'histoire, c'est raconter mon histoire. Elle n'est pas plus intéressante qu'une autre, et donc j'étais très gênée. Les témoignages, ça me dérangeait en fait. Aujourd'hui, j'arrive pas à rencontrer mes abonnés, par exemple. C'est un truc, ça me dérange. Dans la rue, je me sens trop mal, genre, mais non, mais je suis pas célèbre, mes amis. Je ne suis personne, il faut me laisser tranquille. Je suis très mal quand on me reconnaît, parce que je me dis, mais j'ai rien fait. J'ai le besoin de me dire, j'aimerais avoir fait quelque chose, quoi. Avoir couru sur la muraille de Chine, je sais pas, 100 km sans m'arrêter, mais avoir fait quelque chose, quoi. Alors que là... Bah, ils sont des fois meilleurs que moi en sport, donc ça, par contre, j'ai un peu honte. Genre, mais quand ils m'écrivent, tu me motives beaucoup. Mais à quoi? À faire quoi? Je le fais moins bien que toi. Et pour l'ego, justement, ça m'a un peu aidée. Parce que je sais que je cours moins vite que d'autres. Et qu'en sport, je suis plus mauvaise. Et ça m'a aidée à l'accepter. À rire de moi aussi. À prendre du recul sur tout ça. Alors que je suis beaucoup sur Instagram. J'arrive à me détacher de mon image. C'est bizarre, marrant. Ça. En fait, ça a un peu fait diminuer ton ego. Le fait, tu as eu plus de likes au fur et à mesure des mois, des années, plus de followers, mais ton ego a diminué. Ouais, Parce truc qu'on de dingue. aurait tendance à penser l'inverse. En fait, plus tu deviens connu, plus tu te prends pour une star, en fait. Et... Alors que là, j'ai l'impression, ouais, c'est vrai, c'est l'inverse, en fait. Mais je me sens de plus en plus solitaire et même timide, des fois. Ouais. Je me sens réservée parce que cette image Footrack, il y a quand même 57 000 personnes... T'as des photos, ça peut faire 8000 likes. Des fois, là, quand j'avais fait le marathon de Paris, j'étais gênée. Très gênée. Ça, c'est le moment où... J'avais liké. Voilà, où j'étais le plus mal. Mais j'étais content pour toi. J'avais rien dit pour le marathon, en fait. C'était un objectif tellement personnel que je me suis entraînée 12 semaines en cachette. Mais par tradition, j'ai mis une photo sur la ligne de départ. Et bah, je fais 8000 likes, 2000 commentaires, des milliers de messages privés. Et j'en mets une à l'arrivée avec ma médaille, comme une grosse bolosse, quoi. Et rebelote. Sauf que moi, je l'avais pas estimé, je m'étais pas rendu compte de la force des réseaux sociaux. Je suis la 2e femme la plus suivie sur le live. Et c'est sorti dans les médias classiques. Si bien qu'ils en sont pris. J'étais juste derrière Marine Leleu, en fait. D'accord. Et donc, du coup, tout le monde disait, ouais, tout le monde en a rien à foutre, des athlètes. Les gens, ils vont traquer des influenceuses qui courent même pas vite. Ah bah oui. J'ai été mal. Mais après, j'ai forcé personne à faire ça. J'ai pas dit aux gens, soutenez-moi, aimez-moi, likez-moi. Je ferais jamais un truc pareil, quoi. Et ça n'a pas apaisé. Est-ce qu'avant, il y avait quelque chose en toi qui avait, comment dire, tu avais un besoin d'être aimé par les gens, un besoin d'être entendu? Je me sens pas plus aimé, pas plus entendu. Dans mon quotidien, ça change rien, en fait. Ça change rien. Quand le soir, t'es chez toi tout seul, bah tu te couches tout seul, quoi.
Ouais. Même si tu as des likes, des abonnés, même dans ton sport, hein, quand c'est dur, oui, tu penses qu'il y a des gens qui t'écrivent. Mais est-ce qu'ils sont dans tes jambes et dans ton souffle? Je veux dire, quand t'es en bas d'une montagne, tu dois aller en haut, bah c'est toi, avec et contre toi, quoi. Personne peut t'aider. Mais en fait, je dis ça parce que, en fait, moi, j'ai eu ça. Le fait, j'avais un besoin en moi d'être un peu écouté. J'étais écouté par mes patients, mais j'ai eu un déclic. Et c'est comme ça que j'ai commencé Instagram à me vraiment impliquer. C'est que j'étais à Noël avec. Puis ma tante, en fait, me demande un conseil. Vu que je suis ostéo, tu vois, Ouais. elle me demande un conseil sur je ne sais plus quoi. Et donc, je commence à lui expliquer. Puis en fait, je vois quand elle me demande la chose, mais elle m'écoute pas. Et j'hallucine, quoi. Je me dis, mais en fait, tu me demandes un truc, mais tu m'écoutes même pas. Ouais. Et j'insiste un peu, puis je vois qu'elle m'écoute vraiment pas, puis qu'elle me contredit, alors qu'elle y connaissait rien de rien Ouais. à ce dont on parlait. Et je me rappelle lui dire, non mais attends, je te coupe, tu te rends compte qu'en fait, les gens me payent pour écouter, enfin, pour faire ce que je suis en train de te faire. Et toi, tu t'en fous. Et donc, c'était un peu malsain de ma part, hein, tu vois. J'étais un peu en mode, tu te rends compte là? Donc, c'était assez malsain cette réaction. Mais, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus tranquille, tu vois. Parce que ma famille, bon, écoute toujours pas mes conseils. Mais tu vois, il y a des milliers de personnes qui m'écoutent. Et le fait d'être à la télé, de suivre sur Instagram, en fait, ça a apaisé un truc en moi. Je me dis, bon, ok, si ma famille écoute pas, bon, bah, tant pis. En général, la famille t'écoute pas, de toute façon. Mais j'avais pas trop compris à l'époque. Et le fait de prendre des likes et des trucs sur Instagram, ça a apaisé un truc en moi. Et du coup, j'ai Ah, un mais je peu te moins rejoins d'ego. en Tu vois fait le truc? là-dessus. Ouais, je te rejoins Ouais. bien. Moi, sur mon sport, si tu veux, comme ils n'en font pas, ils comprennent pas ce que je fais. Ils me disent juste c'est bien. Mais c'est bien quand je fais 3 kilomètres, quand j'en fais 10, quand j'en fais 200, c'est bien. Tu vois, c'est toujours le même, ouais, c'est bien. Alors que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bah tu sais qu'il y a quelqu'un qui va trouver ça génial ou qui va t'écouter. Comme tu écris ton texte, tu mets ta photo, c'est peut-être une semaine après, mais il va être très réceptif parce qu'il a choisi de t'écouter. Alors que dans mon entourage, moi, ça a commencé sur Facebook. Tout le monde me disait, mais ton sport, mais tu nous en parles tout le temps de ton sport. C'était sur mon Facebook privé, tu sais, je Hmm. partageais mes activités sportives et tout. Et en fait, ça saoulait tout le monde. Et je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait et que je les agaçais. Et je me suis dit, oh, mais je peux pas faire ça. Donc, j'ai commencé Instagram, en fait, en me disant, bah, je vais trouver des gens qui seront comme moi, qui feront autant de sport que moi et qui trouveront ça bien, quoi. Et ouais. C'est vrai que ça a apaisé un truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as raison, hein. Me dire, quelque part, il y a des gens que ça intéresse, des gens que ça motive et avec qui échanger. Même si je te dis que je m'en fous, ça me fait plaisir, quoi. Non, c'est vraiment bien, quand même. Instagram, c'est un très très bon moyen pour partager ton truc parce qu'il y a toujours des gens qui partagent, enfin qui vont aimer ce que tu fais. C'est vrai que dans ton Attention, hein, à quotidien, ça. Attention, fais pervers. Toi, t'as mais, réussi à mais partager. c'est Je trouve hyper que tu malsain, parles je bien, suis en train quoi. de me dire. Non, mais toi, t'arrives à bien communiquer. C'est Ouais. juste que peut-être ta tante, d'autres personnes n'étaient pas réceptives. Hmm. Tu as la bonne méthode, tu communiques bien. Sur Instagram, effectivement, tu trouves facilement des gens qui t'entendent. Hmm. Quand on parle de ton compte, si les gens vont dessus, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas réceptifs et que ça ne les intéresse pas, tu vois. Hmm. Mais il y en a d'autres qui commencent par exemple l'Instagram aujourd'hui, qui ont ce problème où ils sont pas écoutés dans leur entourage, mais ils savent pas communiquer, ils savent pas partager. Hmm. Enfin, c'est bien de mettre une photo de ciel et écrire en dessous bonne journée. Enfin, il va rien se passer, tu n'auras aucune interaction, quoi. Ouais, mais Ils tu sont peux encore plus peut-être frustrés, quoi. Ils se disent ah mais Instagram va changer ma vie, alors pas du tout, quoi. tu peux peut-être trouver des gens. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas Instagram mais qui écoutent, moi j'ai une patiente, ça me fait penser à ça. C'est une patiente qui est polyintolérante alimentaire. En fait, sa vie c'est un calvaire parce qu'elle peut Oh rien là là. manger. C'est-à-dire que socialement, tu l'amènes dans un resto, elle peut rien manger parce qu'il y a toujours Ouais. des traces d'œufs, de gluten, de je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'elle me racontait que Instagram lui avait permis de rencontrer des gens comme elle, et c'est hyper rassurant. Donc en fait, le conseil qu'on pourrait donner là, le conseil santé, parce que faut qu'on parle Mhm. de santé, hein, c'est que si tu as un problème hyper atypique, peut-être qu'en fait sur Instagram, tu vas trouver des gens comme toi, puis ça va t'apaiser de te dire qu'il y a C'est des gens un peu clair. comme toi. C'est clair. Ouais. J'avais jamais pensé à ça, c'est marrant. Puis quand t'as pas de problème, tu vas sur Instagram, tu trouves des personnes qui en ont vraiment, et ça te fait redescendre. Mm. Vraiment. Ça remet tout à sa place, quoi. Mm, Il y a des personnes sur Instagram qui partagent leur cancer, leur récidive, leurs gros problèmes de santé. Ouais, j'ai des comptes enfin j'ai vu des comptes comme ça, j'en suis Ouais. pas, mais ouais. Moi, j'en suis pas forcément parce que c'est hyper anxiogène pour moi. Hein. Enfin, j'ai du mal. Mais par exemple, ces jours-ci, j'ai vu une petite jeune qui a été amputée, etc. Sur Instagram, Iron Body Fit, un truc comme ça. D'accord. Je la suis pas du tout. Mais elle a été beaucoup repartagée en story parce qu'en fait, elle a déjà fait 3 cancers à 27 ans. Et là, elle D'accord. explique que le 4e, bah, en fait, ils ne peuvent pas le soigner. Elle a 27 ans, elle t'annonce sur les réseaux sociaux dans une story, quoi. Alors que moi, je peux mettre des stories où je danse, je chante. Elle, dans une story, elle annonce que c'est terminé. Waouh. Et là, tu te dis d'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ça, de l'effet? Parce que ça aussi, ça fait
ça fait dire de mauvaises choses, de partager sa vie à tout le monde, de partager sa vie privée. Mais je crois Qu'est-ce que qu'on tu partage, réponds ça aux gens? on partage jamais vraiment tout. Moi, on me dit, ça te fait quoi de montrer toute ta vie aux gens? Hmm. Mais je montre quoi, en fait? Concrètement, est-ce que je me montre dans ma salle de bain? Est-ce que je me montre dans mon quotidien? Vraiment? Tous les jours? Non, non. Des fois, je me montre chez moi, démaquillée, en bad, hein, mais ça reste quand même hyper épisodique. On voit souvent des amis, mais des amis qui choisissent d'être sur les réseaux sociaux. Moi, ma meilleure amie, elle déteste Instagram. Bah, je respecte. On la voit jamais, par exemple. J'en tiens compte. Dans ma famille, on voit beaucoup ma mère avec moi. Enfin, il n'y a pas qu'elle, quoi. Tu vois, j'ai un père, j'ai des frères. Enfin, j'allais dire des trucs comme ça. Enfin, j'ai une famille, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Je vois, Voilà. ouais, je vois le genre de truc. Ok. Et là, cette semaine, je me suis dit, tu sais, j'ai fait un sondage. Qui veut voir mon quotidien pour Ah pour oui, voir j'ai ce vu que le c'est que la vie sondage. d'influent. Et Je du sais même pas coup, si j'ai répondu. je sais plus. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient voir mon quotidien. Donc là, cette semaine, je suis en période test où je partage un peu tout ce que je fais, tu vois. D'ailleurs, là, j'ai fait une story, petit Ouais. podcast. Mais c'est cool, je pense. Parce que comme on disait tout à l'heure, on en revient au même truc du début, c'est-à-dire que les gens ne voient que la partie qui sort de l'eau de l'iceberg, quoi. Et pas ce qu'il y a dessous. Mais je crois que tu as quand même besoin de montrer un tout petit peu ton quotidien, puisque si tu veux qu'ils soient réceptifs, faut qu'ils aient l'impression de te connaître un peu. Parce que des médecins, il y en a plein, des ostéos, il y en a plein. Pourquoi ils t'écouteraient toi plus qu'un autre? Parce que toi, ils savent que t'aimes le basket, ils savent que toi, t'aimes les voyages, t'aimes lire, t'aimes découvrir. Et peut-être que ça fait encore plus écho en eux. Et ils se disent, ah, moi j'aime bien ce type d'inspiration. J'aime quelqu'un qui est inspiré par le voyage, la découverte. Donc je vais être plus réceptive à sa méthode. Je t'avouerai, par exemple, que je suis très réceptive à ce que tu fais, parce que je sais que tu es quelqu'un de très ouvert. Comment je le sais si tu me l'as pas dit, tu vois? C'est parce que je le vois sur Instagram, enfin j'ai décidé, ou en tout cas j'ai déduit, que tu étais ouvert. Parce que tu as fait plusieurs voyages, tu as voyagé avec un sac à dos. Bon, je me suis dit, un mec qui prend un sac à dos, c'est un mec qui est accessible. Tu vois, Ouais. c'est bête en fait, quoi. Et je pense que ça aide. Si tu partageais que des conseils, que des méthodes, si tu le fais pas de façon très drôle, très bien amenée, très bien posée, bah, tu vas avoir plein de gens comme toi, quoi. Et est-ce que tu penses que ce serait pas un peu le futur de la santé? Parce que comment choisir un thérapeute, c'est la question que tout le monde se demande, et tout le monde finit chez les thérapeutes conseillés par je ne sais qui, puis ils sont pas contents, quoi. Et en fait, si tout le monde a un Instagram, enfin pas tout le monde, mais je trouve que ce sera un bon moyen pour montrer qui tu es. T'imagines, toi, un médecin montrer ses trucs sur Instagram ou... Non. Je suis en train de réfléchir. Non, non. Il y a quand même Après, des qui limites, tu non? es, c'est pas quel praticien tu es non plus, quoi. Ah, mais c'est un peu lié quand même, hein. Moi, j'aime bien l'idée d'être cohérent, c'est-à-dire que Oui, c'est vrai, ouais. je me dis qu'en fait, ce serait peut-être intéressant que les thérapeutes partagent plus de trucs. Mais est-ce que tout le monde est comme toi? Non, ouais. Il y a des personnes, ils vont prendre un ostéo, je sais pas si ça se fait, mais c'est comme un resto, ils vont aller voir sur TripAdvisor, le mieux noté, ou sur Google. Et le mieux noté par rapport à qui? Aux gens qui ont mis des notes, hein. On sait pas, mais il y a des personnes qui ça rassure. La meilleure notation. T'auras beau être un mauvais praticien, ils s'en fichent en fait. T'as été le mieux noté. La cohérence, ils la cherchent pas, tu vois. Ouais, je vois. Donc du coup, si on résume un peu notre échange, on pourrait dire le premier message à faire passer serait que le burn-out, c'est quelque chose qui existe en entreprise, mais qui existe aussi dans le sport, et qu'il faut savoir s'écouter, des fois baisser le rythme pour réduire le temps de récupération et de guérison. C'est hyper difficile de savoir qu'on a fait un burn-out dans le sport. C'est peut-être ce qui m'est arrivé. Tu vois, une fois de plus, on n'a pas de certitude, il n'y a pas de précédent, personne ne parle de burn-out sportif. Et c'est une fois que c'est vraiment derrière soi, qu'on commence à s'en approcher de nouveau, ou qu'on accumule les efforts, les exploits, les défis, ce que tu veux, hein. Et quand on s'en rapproche, qu'on commence à sentir... Alors moi, j'ai un système de notation mentale. Gêne, douleur, blessure. Je me répète ça en boucle. Et quand la douleur revient souvent sur des entraînements, attention. Ou quand je commence mon sport avec de la gêne quelque part, attention. Je fais du sport alors j'ai quand même une gêne. D'accord, gêne, douleur... Blessure. D'accord, c'est l'enchaînement que tu te dis pour éviter que justement voilà, ça, parce que les sur choses certains s'enchaînent. efforts longs, quand tu fais 4-5 heures de course par exemple, c'est possible que ton corps craque. Tu as des gènes. Un mec qui fait un ultra trail par exemple, 150 km dans les montagnes, il va avoir des douleurs. Non mais c'est sûr et certain. Le mec il pourra plus plier les jambes, hein. Mais c'est dû à son effort. Et je me rappelle ça, je me le dis à haute voix, gêne, douleur, blessure. Je ne ferai par exemple jamais un marathon en ayant des douleurs. Et la douleur où tu dis oula, c'est plus douleur, là on se dirige vers blessure si je continue, tu vois. Je vois bien, ouais. Ouais. Oui, parce que
ne pas faire croire aux gens qu'une gêne égale tout arrêter. Parce qu'une Non. gêne est normale, surtout quand on reprend Voilà, le sport. sur un sportif, c'est le corps qui fait mal, le Ouais. corps qui bouge. Ça, on va pas C'est quand même l'oublier. normal, quoi. Voilà. Et aussi, on parle pas de burn-out chez les sportifs, on parle de surentraînement, mais malheureusement, cette notion de surentraînement, elle est que dans le haut niveau. C'est-à-dire qu'on dira pas à un sportif du dimanche, vous êtes en surentraînement. Et pourtant, un sportif du dimanche, entre guillemets, qui accumule sa semaine de boulot, admettons qu'il soit cadre, qu'il fasse 45 heures et qu'à côté, il prépare le marathon, et ben, c'est énorme en fait, la charge de travail sur son corps. Et ça, on s'en rend pas trop compte, mais parfois dans les plans, les coachs, tout ce qu'on peut trouver sur Internet ou dans la vie réelle, bah, ça tient pas compte des gens. Quand il écrit, il faut courir 4 fois par semaine, 1 heure et demie. Non, mais un mec qui est cadre ou qui finit tous les soirs à 21h, il va aller courir à 22h. Il va laisser toute sa famille pour aller courir, ou il est peut-être debout depuis 5h du matin, ou 2h s'il est boulanger, et il doit faire 4 fois par semaine un plan qui a été écrit pour quelqu'un qui est dans un bureau. Donc ça pourrait être la deuxième chose à retenir de notre podcast, c'est-à-dire les conseils, c'est cool, mais ils sont pas adaptés forcément à vous et votre style de vie. Il faut vraiment savoir qui on est dans le sport pour se projeter plus loin. Il faut savoir où on en est, ses capacités, ses limites et ses vraies envies. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire pour soi, pour se faire bien voir, parce que ses amis font ça, parce qu'on a entendu que c'était cool? Pourquoi? Les défis comme des paris, il faut faire attention. Est-ce qu'on avait vraiment envie de faire ça? C'est pas un jour quelqu'un qui dit pas capable de faire un marathon. Non, mais on réfléchit. Et quand on sait qui on est, on peut commencer à savoir qui on va devenir. Waouh, c'était une belle phrase ça. Quand on sait qui on est, on peut commencer à savoir qui on va devenir. C'est ça. Bah, je sais pas pourquoi je dis ça. Ok. Ouais, je le pense. Tu sors une citation comme ça géniale. Non, mais je pense. En impro. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Ah, tu penses? Génial. Et donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, on pourrait parler de l'effet réseau social, qui a du bon. Moi, le message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est qu'il y a du bon, sinon on serait pas en train de discuter là avec un micro et tout. Donc les gens qui crachent un peu sur Instagram, mais pas sur les podcasts, qui seront en train d'écouter ce podcast, on peut leur dire, ouvrez-vous les esprits, les gars. Il n'y a pas que du mauvais, en fait. Et puis, on en fait ce qu'on veut d'Instagram. Il y a aussi plein de bonnes choses à tirer. Et ne soyez pas bornés, quoi. Ok, 3 choses à retenir. Bon, merci beaucoup, Laura, Footrack, Foufou. Merci à toi, Etienne. Ouais. Bonne vie à cette émission. C'était cool. Tu sais que tu as été la première à tourner ce podcast. Donc vraiment, c'est super sympa. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir. Peut-être à une prochaine. Dans combien de temps? Quand j'habiterai près d'une montagne. Voilà. Ouais, on en fera reparlera du coup, mon changement de vie. Ça marche, deal. À plus. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant à ce podcast. Vous pouvez aussi mettre des étoiles, en parler autour de vous. C'est toujours encourageant pour moi. Merci encore et à bientôt.